On va parler vélo, on va parler cyclisme, le coup tordu, j'ai envie de dire le coup tordu c'est même pas un podcast, le coup tordu c'est un endroit, c'est un espace où on vient parler vélo, un espace où on vient parler cyclisme, c'est l'espace des passionnés pour les passionnés. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews, 303e épisode du coup tordu consacré à la preview du Critérium du Dauphiné 2025, on va détailler un petit peu le parcours, je vais vous donner également mes pronostics. Alors je vous retrouve en solo pour cet épisode, contrairement à ce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je me retrouve en solo pour cet épisode. Avec Enzo, on s'est pas bien compris sur les horaires et Thibaut a eu un impondérable. Voilà, ce qui arrive, il y a aucun souci, c'est que le début de l'été. La fin du printemps et l'été, on va enchaîner de toute façon simultanément avec le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné. Derrière, on va enchaîner avec les championnats nationaux et puis tout de suite derrière, il y aura les grandes previews du Tour de France, le Tour de Pologne, la Vuelta, ça ne va plus s'arrêter jusqu'au Tour de Lombardie jusqu'à la mi-octobre. Donc vous retrouverez bien évidemment Enzo et Thibaut très très vite dans le coup tordu. Et puis en même temps, je vous rappelle aussi que le coup tordu, on a beau et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier vu que sur le mois de mai, on a battu notre record, presque 16 000 écoutes rien qu'en podcast sur le mois de mai pour le coup tordu. Vous avez été un petit peu plus de 6 700 en auditeurs uniques à nous suivre sur ce mois de mai 2025. Donc bien qu'on lâche des scores de podcasts professionnels, parce que quand vous regardez les classements sur Apple Podcasts, on se balade au milieu des radios, au milieu de podcasteurs professionnels avec des grosses sociétés derrière pour qui les centaines de milliers d'euros coulent à flot. Il y a du matos, il y a du vidéocast, il y a de l'argent. Nous c'est complètement artisanal, c'est complètement bénévole. Juste les petites pubs que vous entendez au début des podcasts, ça nous permet simplement de payer l'abonnement à la plateforme de podcast qui nous héberge. Voilà, ça amortit à peine le podcast. Donc on est content d'être là, mais de temps en temps bien sûr il y a des impondérables, donc ce que vous pouvez parfaitement comprendre, mais encore une fois vous retrouverez Thibaut et Enzo très très vite dans le coup tordu. Le programme du printemps et de la fin du printemps et de l'été ne fait que débuter. Je vous fais ma petite séquence de prévention habituelle parce qu'on va faire la preview, donc on va donner des pronos. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour savoir qui sera le vainqueur, et si vous mettez de l'argent, faites-le en management de bankroll bien évidemment. Ça évitera les grosses erreurs, ça évitera les crashs. Alors je reviens sur les PLT que je vous avais donné pour le Giro 2025. Alors déjà dans le coup tordu, Giro 2025 gagnant cette année, j'ai juste eu le mois de mai qui a été un peu plombé par deux mauvais bêtes que vous avez vu traîner sur les réseaux sociaux sur le Tour de Norvège. Et puis pareil, au début du mois on avait eu un pic qui était pas rentré. Ouais, c'était le tour de Romandie qui avait pas été dinguissime. Donc donc si on retire la Romandie et le Tour de Norvège, le Giro est gagnant, ce qui était un petit peu l'objectif annoncé, parce que ça faisait quand même 3 années d'affilée que j'avais des Giro perdants. Donc ça fait plaisir de sortir un Giro gagnant. Donc au niveau des PLT, au niveau des paris long terme, donc encore une fois les match-up qui ne rentrent pas, j'ai l'impression que j'ai pas passé un match-up depuis 3 ou 4 mois. J'ai dû en rentrer un ou deux depuis le début de l'année. Les match-up, je les mets à la poubelle, c'est une véritable catastrophe. Donc on avait un match-up sur le maillot du COM, c'était Woodfuls Steinhauser. Ça rentre pas. Steinhauser qui s'est un petit peu énervé sur la 3e semaine. Le classement par équipe, ça non plus, ça ne passe pas avec les UAE. On pensait on voyait un Giro, on va dire un petit peu plus débridé pour les échappées, puis finalement les UAE ont quand même contrôlé pas mal le Giro, avec en plus Arieta qui a pris des échappées. Donc à partir de là, ça aussi c'est un petit peu nouveau chez les UAE, c'est-à-dire que même quand on a le maillot rose, on envoie aussi des gars à l'avant pour faire des échappées. Donc le maillot, donc le classement par équipe, la défaite de UAE, ça ne passe pas. Donc on avait joué en même temps aussi la victoire d'Ineos pour le Team Classification, donc ça ne rentre pas. Et il y avait un dernier pic, c'était Paul Magnier qui bat Wout van Aert au maillot cyclamen, ça non plus, ça ne rentre pas. Donc là je vous ai fait les PLT perdants, maintenant vous allez voir les PLT gagnants et vous allez voir qu'on est positif sur les PLT. Donc on avait le top 10 d'Egan Bernal, donc ça rentre très tranquillement. On avait Lorenzo Fortunato qui gagne le maillot du meilleur grimpeur, le maillot Azzurro, la cote à 30 pour Lorenzo Fortunato, ça c'était presque cadeau. Et puis on a Mats Pedersen également, on a envoyé une petite praline sur
Mats Pedersen qui remporte le maillot cyclamen. Donc ça pareil, ça aussi ça rentre. Et il y avait un dernier PLT qu'on avait pris en cours de route, c'était Giulio Pellizzari qui gagne le maillot des jeunes. Bon bah voilà, malheureusement ça ne rentre pas, mais ça fait quand même un bilan positif sur les PLT, notamment grâce à la cote à 30 et la victoire de Lorenzo Fortunato au niveau du maillot Azzurro, le maillot bien évidemment, vous l'avez compris, le maillot du meilleur grimpeur. Alors on passe sur le critérium du Dauphiné, sur la preview du critérium. Alors voilà, vous avez un magnifique article de Titouan sur Vélo Futé. Vous pouvez aller voir la preview de Titouan sur Vélo Futé. Bon, globalement, voilà, pour les sprinteurs, il pourrait y avoir une ou deux étapes. Moi, je vais pas vous refaire le détail précis de ce qu'a mis Titouan sur Vélo Futé. Moi, j'ai simplement coché pour moi les étapes clés, les étapes où devrait se jouer ce critérium du Dauphiné 2025. Donc, bien évidemment, l'étape 4, contre la montre à 17 km. On a l'étape de Combloux, l'étape 7. Voilà, là c'est vraiment assez simple, ça va vraiment être très très basique. L'étape 7, donc là on a une ascension. Alors une ascension, attention, assez longue. L'ascension de Valmeinier, ascension plutôt longue. Voilà, pratiquement 1 heure d'ascension. Donc on rentre aussi un petit peu dans un autre game, même si on va pas arriver en haute altitude. L'arrivée sera jugée à 1800 mètres d'altitude. Et par contre pour la dernière étape, là on aura une arrivée en altitude du côté du plateau de Montcenis. On va monter à plus de 2000 mètres d'altitude, donc le critérium du Dauphiné devrait se jouer sur ces 4 étapes. Alors on a un plateau dantesque, on arrive avec les 3 derniers du dernier Tour de France, à savoir Pogačar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Vingegaard, on l'a pas vu depuis plusieurs semaines. Remco, c'est pareil, et aussi Tadej. C'est aussi la rentrée, vous le savez, c'est aussi la rentrée pour les 3 coureurs. Comment scénariser un petit peu ce critérium du Dauphiné? On va commencer déjà par nos amis des électrons libres. Voilà, on va aller du côté de SideLimit. SideLimit, c'est notre jeu de fantasy préféré. Je rappelle que SideLimit n'est pas sponsor du Coup Tordu. C'est un jeu de fantasy où on joue avec ses propres cartes, ses propres NFT qu'on achète. Et donc voilà, il y a une épreuve sur SideLimit où vous allez devoir combiner la meilleure équipe possible avec le critérium du Dauphiné. Il y a une course un peu obscure en Chine et le Tour de Beauce en Amérique du Nord. Donc moi, je pense qu'aller prendre des électrons libres. Les électrons libres, c'est vraiment ces coureurs décisifs sur SideLimit, ceux qui vous permettent de remporter des parties. Les électrons libres, c'est ceux qui vont prendre l'échappée matinale, et en fonction du nombre de kilomètres qui vont passer à l'avant, ça va vous faire marquer des points. On voit très très souvent que l'électron libre est décisif dans les parties sur SideLimit. Donc dans les équipes sélectionnées sur SideLimit pour ce critérium du Dauphiné, on a la Tudor qui est présente, on a Jordan Jegat pour la Total Energy. Jordan Jegat qui était à Nantes il y a 2 ans. Nantes fait partie des équipes présentes sur SideLimit, donc Jordan Jegat est sur SideLimit. On a Julien Bernard qui est du côté de la Lidl Trek, parce que Julien Bernard, la Lidl Trek n'est pas sur SideLimit, mais Julien Bernard, lui, voilà, je crois, un deal un petit peu particulier, parce que Julien Bernard est le coureur parrain de SideLimit, donc il y a les cartes de Julien Bernard sur SideLimit. On a également du côté d'Astana, on a Enoch Moulbran, qui lui aussi était sur SideLimit il y a 2 ans avant de basculer chez Astana. Il était du côté de la Bardiani, donc je crois que j'ai fait le tour, voilà, des coureurs présents pour on a aussi Clément Brasse-Alfonso, voilà, du côté de la Groupama FDJ. Et puis, bien évidemment, l'équipe d'Israël avec Ackermann, Lutsenko, Jake Stewart, Guillaume Boivin, Mathis Louvel, Chris Neland et Nadav Reisberg. Et du côté de la Tudor, on a Mathis Rondel, Matteo Trentin, Fabian Weiss, les frères Eriksson, Roland Thalmann et Anne Wilczk. Alors, qui pour aller dans les échappées, qui pour prendre les échappées matinales? Alors on voit désormais que même prendre des échappées matinales, des échappées un petit peu gratuites, ça devient compliqué. Il n'y a plus vraiment grand chose de gratuit désormais, même pour aller chercher un petit maillot du meilleur grimpeur sur les 2-3 premières étapes, souvent il y a de la bagarre, faut aussi un petit peu se taper. On en avait parlé dans le podcast avec André Amisud. Moi je pense malgré tout que pour aller chercher des électrons libres, faut plutôt aller du côté de la Tudor. Alors après, sur la Ligue 4, on peut jouer avec l'intégralité de la start list. Donc ceux qui vont jouer en Ligue 4 en jouant sur l'intégralité de la start list, je pense que vous pouvez aussi aller taper des mecs du côté de chez Arkea. Alors pourquoi la Tudor? Parce que je pense que du côté de la Tudor, on a mis la grosse équipe sur le Tour de Suisse. On envoie Loulou, Julien Alaphilippe et Marc Hirschi sur le Tour de Suisse. On en reparlera dans les previews du Tour de Suisse, mais je pense qu'on va avoir un autre Marc Hirschi que ce qu'on a vu les dernières semaines, notamment sur les Ardennaises. Si
si on prend le cycle de préparation de Marc Hirschi, on sent que du côté de la Tudor, on a voulu absolument marquer les esprits pour obtenir à la fois une wildcard sur le Giro et une wildcard sur le Tour de France. Donc pour moi, Marc Hirschi, ils l'ont littéralement fumé, épuisé. Il a démarré sa saison très très tôt sur les classiques espagnols de reprise à la fin du mois de janvier. Il était déjà sur le pont. Il a couru jusqu'aux Ardennes. Son forfait pour le Giro ne m'a absolument pas surpris. Pas de coupure, pas de stage en altitude. Il a vraiment enchaîné quasiment non-stop pendant 4 mois. Donc je pense qu'ils l'ont véritablement burné. Maintenant, on l'a pas vu depuis les Ardennaises. Je pense qu'il a pu souffler un peu. Il a pu se réoxygéner. Donc je pense qu'on aura un autre Marc Hirschi sur le Tour de France et sur le Tour de Suisse dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc du coup, du côté de la Tudor, on vient avec une équipe intéressante, mais on vient avec une équipe, on va dire, le seul taulier de l'équipe véritablement présent sur ce critérium du Dauphiné, c'est Matteo Trentin, parce que dans l'équipe de la Tudor qu'on va voir sur le Tour de France, les 3 qui sont sûrs et certains d'y être, Trentin, Alaphilippe et Hirschi. Pour le reste de la sélection, voilà, il y a Titouan qui a fait une petite présélection sur Vélo Futé, mais pour le reste, il n'y a rien de sûr. Dans les Discords de Side Limit, il y en a également qui se demandaient si Mathis Rondel, énorme espoir du cyclisme français, allait disputer le Tour de France. Moi, sur Side Limit, c'est mon plus gros achat. Je l'avais acheté 318 €. Je ne le regrette absolument pas. Mathis Rondel, c'est un mec qui a la tête sous les épaules. Vous pouvez l'écouter en interview. C'est un mec qui est très très intéressant. Alors, il a déménagé. Il est originaire du Mans, comme Jackie Durand, comme Louis-Pierre Frileux, comme pas mal comme Antoine Besson également, la fameuse mafia lavalloise. Donc Mathis Rondel, il a déménagé. Il est parti, du côté du Mans, du côté du Mans. Je vous dis une connerie. Voilà, Louis-Pierre Frileux, c'est Laval. Voilà, c'est Antoine Besson qui est du Mans. Je remets les choses un petit peu dans l'ordre. Donc il est manceau et il est parti il y a quelques mois vivre dans les montagnes. Il est parti vivre dans les Pyrénées. Donc il s'entraîne, il fait des cols plus longs et ça forcément, c'est quelque chose qui va améliorer aussi ses performances en montagne, sachant que c'est déjà un excellent grimpeur. Pas de grand tour prévu cette année pour Mathis Rondel, ni de stage en altitude. C'est un coureur qui va crescendo. Il a un plan de carrière qui est véritablement très très précis et donc on n'aura pas de Mathis Rondel sur le Tour de France. Donc son prime, ça sera cette année sur le critérium du Dauphiné. Alors après, je pense qu'il faut aller taper dans son équipe pour trouver des électrons libres présents sur Side Limit. Peut-être du côté des Israël, peut-être Chris Neland, ça on sait que c'est un attaquant, c'est un mec relativement, c'est un mec assez agressif. Je pense pas qu'Alexei Lutsenko ait de véritables gros objectifs du côté du classement général. On essaiera de croquer un sprint soit avec Jake Stewart, soit avec Pascal Ackermann. Et le reste, Mathis Louvel aussi, ça peut attaquer. Alors Nadav Reisberg, qui était pour moi un coureur que j'avais découvert en 2023, que je trouvais plutôt agressif, plutôt offensif, un petit peu en retrait ces derniers mois. Donc voilà, ce qui va sortir, je sais pas, mais moi je trouve que voilà, les frères Eriksson, Lucas Eriksson, qui est un coureur quand il le peut, qui aime bien partir en échappée matinale. Talman aussi, Rollo Talman, coureur suisse qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps à l'avant. Donc en gros, vous retirez Rondel et Matteo Trentin. Pour moi, les 5 autres Tudor présents sur ce critérium du Dauphiné, pour moi les 5 peuvent sortir. Pour moi les 5 sont valables, sont cohérents en électrons libres. En rajoutant Chris Neland, qui pour moi devrait aussi sortir. Après, c'est bien aussi quand vous choisissez vos électrons libres, on va dire, de prendre des mecs qui vont prendre un petit peu des échappées publicitaires. Donc comme du côté de la Tudor, on vient plutôt avec une équipe B. Encore une fois, je pense que Weiss, les frères Eriksson, Talman ou Wilsch, on devrait plutôt taper parmi ces coureurs-là pour aller jouer des échappées matinales et prendre des petites primes en cours de route. Donc on revient sur le scénario de la course et puis on va se diriger du côté, bien évidemment, des cotations. Donc 3 énormes favoris et je vous avoue que j'ai franchement du mal. S'il n'y a pas d'impondérable, j'ai du mal à imaginer que le podium soit autre chose que Pogačar, Vingegaard et Evenepoel. Alors peut-être dans un ordre avec Evenepoel devant Vingegaard. Vingegaard, c'est quand même une véritable interrogation. Faut quand même se rappeler que l'année dernière, il stoppe sa saison relativement tôt parce que Pogačar lui fout une tôle sur le Tour de France. Il arrête après le Tour de Pologne qui gagne à l'arrache. Pendant que Tadej Pogačar est en train de fêter son vélo d'or et en train de manger des petits fours du côté de Monaco, Vingegaard, lui, il est censé être à l'entraînement pour rattraper son
son retard sur Pogačar. C'était aussi un petit peu les déclarations des DS du côté de la Visma. Un DS de la Visma, d'ailleurs l'un des fameux DS qui a inspiré le nom de ce podcast, le coup tordu, parce qu'il y avait eu un coup tordu, on en avait parlé avec Eric Boyer, c'était dans le Tour de France 1991 où on avait une échappée de Pimpin qui était partie sur une demi-étape au tout début du tour. Voilà, le tour 1990, Franz Maassen. Voilà, Franz Maassen, je retrouve son nom sans Pro Cycling Stats. Franz Maassen qui avait déclaré à l'automne dernier que Jonas Vingegaard devait absolument faire mieux s'il voulait rivaliser avec Pogačar. Donc on lui mettait un petit peu la pression. Donc moi je vous avoue que quand Vingegaard est arrivé sur Paris-Nice, alors qu'il revienne, on va dire c'était sur le tour d'Algarve qu'il a remporté, le fameux tour où Remco Roglic est arrivé avec du poil aux pattes, qu'il le remporte un peu à l'arrache, course de reprise, ça admettons. Par contre sur Paris-Nice, je vous avoue que je m'attendais vraiment à voir un autre Vingegaard. Alors ok, il y a eu la chute, il a été mis hors course, d'accord, mais l'étape où il se fait poutrer par Joao Almeida, ça je ne m'y attendais mais absolument pas, mais vraiment pas. Donc là derrière ce Paris-Nice, on a à nouveau arrêter Vingegaard pour à nouveau le remettre à niveau, à nouveau le repréparer pour le Dauphiné et surtout pour le Tour de France. Alors est-ce qu'on a un petit peu été trouvé ce qui n'allait pas ? Est-ce que ces entraînements, rappelez-vous, on en avait parlé aussi dans l'épisode 100 avec Guillaume Di Grazia, l'hygiène de vie que se met Jonas Vingegaard pour réussir à arriver à ce niveau-là, c'est draconien, c'est assez hallucinant, on va dire, l'hygiène de vie qui se met. Alors est-ce que le cerveau de Jonas est un petit peu en train de lâcher ? Est-ce que le corps est aussi en train un petit peu de lâcher ? Est-ce qu'il surcompense moins ? Est-ce qu'il plafonne ? Est-ce qu'il ne peut pas aller au-dessus de ce qu'il est ? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il arrive à un plafond physiologique ? Est-ce qu'il se tape un peu la tête ? Est-ce qu'il se brûle un petit peu les ailes à vouloir trop en faire ? Je sais pas. J'en sais rien, écoutez, ce Dauphiné va apporter des éléments de réponse, mais pour moi, si on n'a pas amené d'éléments de réponse sur Paris-Nice, je vois pas pourquoi en 2 mois, on aurait réussi à trouver une solution pour voir Jonas Vingegaard au niveau de Pogačar sur ce critérium du Dauphiné. Donc j'ai envie de vous dire, Vingegaard, j'ai tendance un peu sur ce critérium du Dauphiné, sauf impondérable, à le sortir du jeu. En revanche, Remco, là c'est différent. Faut se rappeler l'année dernière que Remco arrive sur le critérium du Dauphiné. Il revenait de blessure, la fameuse chute du Tour du Pays Basque, qui est clairement l'étape qui a marqué l'année 2024. Remco revient. Alors Remco avait une blessure moins grave que Jonas Vingegaard, mais il avait quand même eu des problèmes à l'épaule. Il avait été arrêté plusieurs semaines. Et on n'a pas un immense Remco sur le critérium du Dauphiné. Il gagne son étape de chrono, parce que chaque fois que Remco revient après une blessure, il retrouve ses qualités naturelles, et sa qualité naturelle, c'est d'être le meilleur rouleur du monde. Bon, si Enzo était là, il me rentrait un petit peu dans la gueule, mais bon, c'est vrai qu'il y a pour moi, Remco, c'est le meilleur rouleur du monde. Pipo Ganna est pas très loin derrière. Mais après, il faut voir les parcours, il faut voir les durées, tout ça. Mais bon, voilà, c'est le champion olympique en titre. Pour moi, c'est le meilleur rouleur du monde. Donc, Remco revient. Il n'est pas dinguissime et il nous fait un bon Tour de France. Il finit 3e. Ok, il est à 9 minutes de Tadej. Mais cette année, on a un Remco. Et d'ailleurs, c'est un petit peu les interviews qu'on a eues de son entraîneur. Remco, c'est pas quelqu'un qui bluffe beaucoup. Quand il dit ça va pas, il dit ça va pas. C'est aussi quelqu'un qui évite de trop fanfaronner, d'arriver en disant je vais les écraser, je vais les poutrer. Il se retire aussi un petit peu la pression du public et notamment de la presse belge, de la presse flamande, qui peut être terrible, qui peut véritablement broyer les coureurs. Nous en France, on ne connaît pas ça. Les coureurs français, ils se font pas, même si des fois Gaudu ça va pas, ou voilà, il peut se prendre 1 ou 2 mauvais articles, mais ils vont pas ressentir, je pense, la pression que certains coureurs flamands peuvent ressentir. Et donc, si on en croit les interviews de son entraîneur, Remco revient avec 1,5 kg de moins que l'année dernière, et il est en bien meilleure forme que l'année dernière. S'il n'y a pas d'impondérable, pour moi, le podium de Remco, alors de là à aller taper Poggi, j'y crois pas du tout. Mais pour moi, le podium de Remco, c'est complètement jouable. Et Remco devant Jonas, c'est aussi quelque chose de jouable. Alors, j'ai pas été voir les cotes. Encore une fois, j'aime pas trop aller sur les match-ups. Mais si je regarde les match-ups du classement général, est-ce qu'on nous proposerait non, on nous propose Remco Evenepoel contre Matteo Jorgensen.
Ouais, on a on a du 1,57. Bon, encore une fois, c'est des cotes que j'aime pas trop. J'irai pas. Mais voilà, pour moi, j'aurais plutôt mis Remco. Attention, Jorgensen, c'est aussi un mec qui bosse, qui travaille énormément. Lui, il a fait un très très bon début de saison, mais j'aurais plutôt coté Remco aux alentours de 1,35 face à Matteo Jorgensen. Donc voilà, pour revenir sur Remco, j'ai pas encore vu les top 3 du classement général, mais s'il y a du top 3 à 2, voire un petit peu plus de 2, pour moi, c'est bon à prendre. Et ça sera pris. Voilà, vous verrez un pic dans ce sens-là sur les réseaux sociaux à partir de 2, sur du 0,25% de bankroll. Pour moi, c'est très très bon à prendre. Alors après, on va aller sur le vainqueur, Pogačar. Alors évidemment, la question n'est pas de se dire est-ce que Pogačar va remporter ce critérium du Dauphiné. S'il n'y a pas d'impondérable, bien évidemment, la réponse est oui. Alors moi, je l'aurais coté aux alentours de 1,40. Voilà, c'est un petit peu les cotations que j'avais faites de mon côté. J'espérais à la vue de la start list et à la vue du parcours, sachant qu'on a quand même un contre-la-montre qui est plutôt avantageux pour Remco, on a quand même un col long, un col de presque 1 heure qui peut être un petit peu plus avantageux pour Jonas Vingegaard. Donc moi je m'attendais, alors si vous voulez, dans l'équation, alors Pogačar sort à 1,50, on a Vingegaard à 3,75, on a Remco à 5,50. J'aurais plutôt mis Remco devant Jonas Vingegaard. Maintenant, moi j'aurais mis Pogačar aux alentours de 1,40. J'ai trouvé du 1,55 chez Patrick Bruel. Pour moi, c'est très bon à prendre. On va partir sur du 0,75% de bankroll pour la victoire de Tadej Pogačar sur ce critérium du Dauphiné. 0,75% de bankroll avec une cote à 1,55. Et si je vois du podium de Remco Evenepoel aux alentours de 3, pareil, ça sera pris aux alentours de 2, ça sera pris aux alentours de 0,25% de bankroll. Ensuite, les cotations, Jorgensen, Lipovic, Martinez, Christian Rodriguez, Sepkus, Buitrago. Moi, je vous le dis honnêtement, pour moi, les trois... Allez, le maillon faible, ça peut être Vingegaard, parce que je sais pas ce qu'a merdé dans sa préparation pour Paris-Nice. Mais maintenant, pour moi, voilà, Poggi et Remco, ils vont arriver parfaitement prêts. Donc si j'avais un podium à vous donner, Poggi en 1, Remco en 2 et Jonas en 3, mais encore une fois, Jonas entre guillemets. Maintenant, encore une fois, si du côté de la Visma, à l'entraînement, on a réussi à mettre le doigt sur ce qui n'a pas été sur la préparation hivernale, on va aussi avoir bien évidemment un Jonas Vingegaard parfaitement dans le match. On va aller tout de suite sur l'étape 1. Alors, presque la seule chance pour les sprinteurs, presque, j'ai envie de dire. On va arriver du côté de Montluçon. Alors, ça sera sprint, mais sprint fatigué avec des petits talus, des petites ascensions de 800 mètres de 600 mètres à 8,8% de moyenne. Ça, pour moi, c'est complètement taillé pour Jonathan Milan. Je trouve que la cote à 2,75 pour la victoire de Jonathan Milan sur cette étape-là, je trouve que la cote, elle est ultra méga bonne à prendre. Au niveau de l'équipe, bien évidemment, à la Lidl Trek, on lui ramène une très très bonne équipe. Alors je sais, ça fait un peu parier sur les favoris, mais en même temps, je vois pas trop comment ça peut lui échapper. On ramène quand même Skunt, Julien Bernard, Comte Sony, Gebrselassie, on a Edward Tuns et on a Jasper Stuyven pour l'amener. Et pour moi, c'est excellent. Pour moi, c'est très très bon. Pas vraiment de concurrence au niveau des sprints, alors ça peut être la seule interrogation, peut-être plusieurs équipes qui décideraient de mettre le feu d'entrée. Mais après, Jonathan Milan, contrairement à la réputation qu'il a de poids lourd du peloton, c'est aussi un mec qui passe excellemment bien les bosses. Donc voilà, si on a envie de se faire une reprise un petit peu tranquille du côté de la Visma, remise en jambes, voilà, on n'a pas couru en peloton depuis un petit moment. Alors après, c'est vrai que des fois la Visma, ils allument d'entrée, mais bon, voilà, on a aussi le critérium du Dauphiné, on a le Tour de France juste derrière, il y a un gros programme, les coureurs entament un deuxième cycle pour leur saison. Si on a envie d'avoir une reprise, on va dire un petit peu tranquille, voilà, on reprend tranquillement ses marques en peloton et on va sur cette étape 1 gentiment pour un sprint. Donc Milan, qui est le gros nom au niveau du sprint. Alors on a Van Der Poel, qui est là. J'ai un petit peu surpris des cotations, voir Poggi deuxième à 9, Van Der Poel à 9, on a Van Gils. Van Der Poel qui pourrait éventuellement
tenter de partir de loin, mais encore une fois, Milan, ils vont le placer et il va pas être à la rue sur ce type d'étape. Alors les Uno X vont rouler pour Søren Wæredsholt. On a Magnus Kort et Pascal Ackermann. Pascal Ackermann qui a perdu, je trouve, en pointe de vitesse par rapport à ces dernières années. Mais en revanche, Pascal Ackermann a aussi plutôt gagné en punch. Et si jamais ça le fait pas avec Ackermann, on a aussi Jack Stewart du côté des Israël qui est parfaitement capable de réussir à passer ce genre de talus. Donc voilà. Donc pour moi, les uns vont se rouler. Tout le monde va se rouler un petit peu les uns sur les autres. Et voilà, je trouve que voilà, sur le boucref, la victoire de Milan à 2,75. Partir sur une mise aux alentours de 0,20, c'est ce qui sera pris d'ailleurs pour le coup tordu. Ça me paraît aussi plutôt bien. Voilà, j'aurais plutôt mis Milan, on va dire aux alentours de 1,92. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du book, si vous voulez, au niveau de l'évaluation des bookmakers, on met Milan si haut parce qu'on estime que peut-être il peut être mis en difficulté dans les bosses. Mais encore une fois, c'est un coureur qui passe excellemment bien les bosses, et j'ai même envie de dire ce genre de petit talus de 600 mètres à 8% de moyenne, c'est aussi quelque chose qui lui convient totalement, qui correspond parfaitement à ses qualités. Donc voilà, Milan, 0,20% de bankroll, cote à 2,75 pour moi, c'est parfait. Donc je vous récapitule les pronostics de cette étape. Je vous l'ai pas dit, je vous redonne le code de parrainage. Vous voulez intégrer Side Limit, passez par notre code de parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Ça nous permet de récupérer des petits points de XP par-ci par-là, ce qui est pas négligeable. Et puis en plus, ça vous permet de participer à des tirages au sort exclusifs. Et d'ailleurs, on en refera un autre dans la semaine. Je vous offrirai une reward sur Side Limit. Je rappelle que les gros prize money sur Side Limit, c'est sur le Tour de France, $1,600 l'année dernière. On espère un petit 2000 pour cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, les prize money sur le Giro, et c'était déjà bien, c'était $425. Donc là où il y a vraiment du fric à se faire sur Side Limit, c'est sur le Tour de France. Vous avez encore quelques jours, quelques semaines pour intégrer le jeu, vous familiariser au jeu, déjà rentrer sur la Ligue 4 qui est intégralement gratuite. Si vous avez des questions à poser sur le jeu, bien évidemment, vous pouvez aller sur le Discord de Side Limit, et dans le coup tordu, on vous répond bien sûr. Et donc voilà, quelques semaines pour vous faire une petite galerie pour essayer de participer au Tour de France et vous faire la main en attendant sur la Ligue 4, donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc pour rejoindre Side Limit, participer à nos tirages au sort exclusifs pour vous offrir des rewards, et on le fera dans le cours de la semaine. Donc le récap des pronostics: la victoire de Tadej Pogačar, la cote à 1,55, la BK c'est 0,75. Si on trouve du top 3 de Remco Evenepoel aux alentours de 2 et plus, ça sera également pris pour le classement général, la BK aux alentours de 0,25%, et la première étape, la victoire de Jonathan Milan, la cote à 2,75 et la BK aux alentours de 0,20%. On se retrouvera en quotidienne ou en quasi quotidienne avec le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, les réseaux sociaux. Enzo qui vous prépare des choses sur son site The Big Gear, les previews de Titouan, de Thibaut également sur le site Vélo Futé. Enzo, vous le retrouvez sur son site Analyste, sur son compte X, Twitter, Analyste Félix. Thibaut sur X, sur Twitter, c'est Thibaut Chambre. Et les réseaux sociaux du coup tordu, on est présent sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et également sur X, sur Twitter. On est sur Substack également aussi. Nouveauté. Et logiquement, le podcast Dans la tête d'un parieur, le nouveau podcast qu'on vous a prévu, le podcast de Benoît Tréanton. Voilà, je lui file un coup de main pour lancer ce podcast. Voilà, vous devriez avoir ce podcast de betting multisport qui devrait sortir dans les jours qui viennent. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour un nouveau coup tordu.